Bonjour Clara. Bonjour Marion. Écoute, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast de la communauté. Merci à toi, je suis ravie de cette invitation et super flattée de pouvoir échanger avec toi. Moi aussi, je suis très contente parce que justement, on va avoir un beau débat et échange aujourd'hui. Donc, pour te présenter, tu as plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la cosmétique et de la beauté, en tant déjà que responsable recherche et développement, et aussi dans tout ce qui est tendance consommateur, marché, au service du marketing. Donc, tu as vraiment une vision globale d'un développement produit et aussi de tout ce qui est tendance, besoin consommateur. Et aujourd'hui, tu es porteuse d'un projet de concept store de beauté. Voilà. Et Exactement. exactement. Et j'aimerais qu'on discute ensemble aujourd'hui de comment faire évoluer la consommation de la beauté. Vaste sujet qu'on va aborder avec toi aujourd'hui, Clara. Ouais, super. Alors, Eh dis-moi, ben, qu'est-ce qui est important pour toi? alors, avant d'aborder ma vision d'une consommation beauté un peu plus responsable et éclairée, j'aimerais préciser que ce qui m'anime depuis toujours, en fait, moi, c'est le partage, les expériences et les expérimentations. Alors, bon, embarqué dans des études scientifiques plutôt généralistes, en fait, moi, j'ai atterri dans le domaine de la cosmétique et de la beauté un peu par hasard, par la natation, pour tout dire, et Bon. grâce à une chouette rencontre au bord d'un bassin de 50 mètres entouré de palmiers à Juan-les-Pins. Bon, bref, j'ai atterri dans ce domaine et en fait, j'ai tout de suite adoré ce métier d'errance qu'est la formulation cosmétique. En fait, un produit cosmétique, c'est pas seulement un mélange audacieux d'ingrédients, c'est avant tout une expérience et c'est une aventure, c'est une expérience composée de créativité, de curiosité, de connaissance, bien sûr, mais aussi de rigueur, de persévérance, un petit peu de sérendipité. Et avec tout ça, on obtient des textures juste incroyables. Et moi, je comprends qu'aujourd'hui, les consommateurs, ils aient envie de formuler leurs propres produits. Mais j'ai envie de dire, c'est un vrai métier. Et on ne s'improvise pas chimiste cosmétique juste en regardant des tutos sur Internet. Et il y a des règles à respecter, il y a un règlement cosmétique important à suivre. Donc voilà, tout ça pour dire que le premier point que j'aimerais aborder par rapport à cette vision d'une nouvelle consommation beauté, c'est que il faut informer pour comprendre la composition des produits cosmétiques. Pour moi, ça me paraît hyper important et primordial pour faire évoluer justement cette consommation vers plus de responsabilité et vers plus de clairvoyance. Donc, on a la chance, notre industrie, l'industrie cosmétique est l'industrie, à mon sens, la plus transparente en matière de composition cosmétique. Aujourd'hui, sur tous les produits cosmétiques, il y a cette fameuse listing key, donc la liste des composants. Elle est obligatoire et elle décrit, en tout cas, elle nomme, elle liste tous les ingrédients par ordre décroissant de quantité. Et clairement, avouons-le, si on n'est pas expert, elle n'est pas facile à décrypter. Donc, comment, aujourd'hui, je me mets à la place des consommateurs, comment déchiffrer ce charabia de termes latins, chimiques, codifiés. Je ne sais pas, quand je lis CI 77 891, entre nous, heureusement, entre cosmétologues, on sait que c'est le color index du dioxyde de titane qu'on utilise en cosmétique, mais clairement, cette transparence souhaitée par notre industrie, elle est indéchiffrable au niveau des consommateurs et des utilisateurs. Et ça, Surtout c'est un constat. surtout que excuse-moi de t'interrompre, mais c'est quand même une transparence qu'il y a depuis quand même très très longtemps. Mais c'est peut-être que depuis quelques années que le consommateur se sent concerné par la composition et justement regarde de plus près cette liste in-key là, des ingrédients pour comprendre, essayer de mieux comprendre. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Si on n'a pas un peu appris, c'est comme un nouveau langage, hein, c'est le langage Ouais. chimique des ingrédients. C'est vrai que c'est important de savoir la lire. Carrément, carrément. Et moi, je me suis toujours posé la question quand j'étais au labo et que je concevais les produits, c'est comment vont être transmis, en tout cas communiqués, mes choix de formulateurs à ces utilisateurs.
Et je n'avais pas la réponse. Et bon, en plus, quand ça passe par un sous-traitant, comment les marques vont interpréter mon choix? Enfin, comment le consommateur, au bout du compte, et l'utilisateur, il va comprendre quelque chose à mes choix de pourquoi j'ai utilisé tel ou tel ingrédient. Donc, comprendre cette fameuse composition, c'est hyper important. Comme tu dis, le besoin de transparence des consommateurs, ben, ça s'est traduit par l'apparition, il y a quoi, à peu près 5 ans d'applications comme Yuka qui permettent aux consommateurs d'y voir un peu plus clair, mais en même temps, ces applications, ben, elles sont créées par des consommateurs, donc les bases de données ne sont pas forcément hyper fiables, et surtout, elles viennent noter les formules. Et moi, ça me gêne un petit peu, cette notation, parce que dès qu'il y a la présence d'un ingrédient controversé, paf, ça attribue au produit une mauvaise note. Or, il faut savoir qu'aujourd'hui, un produit cosmétique qui est sur le marché, il a fait l'objet de tests d'innocuité, de tests de tolérance, d'efficacité, tout ça, c'est obligatoire, donc il ne peut pas être mauvais en soi. Et du coup, d'attribuer une mauvaise note, ça vient porter un peu la confusion. Et en Porter plus, quand on préjudice, sait que carrément. en 2020, du coup, la fédération… Comment? Porter, comme tu disais, ça porte préjudice peut-être à une certaine Bien catégorie de sûr. matières premières, alors qu'elle n'a pas lieu d'être et qu'en effet, si une matière est sur le marché, c'est qu'elle a le droit d'être sur le marché, entre guillemets, et qu'il n'y a pas de problème d'innocuité à un certain Tout à pourcentage. fait. Et que toutes les marques et laboratoires de développement suivent quand même des réglementations très strictes pour utiliser les matières premières au bon pourcentage et éviter, et font des tests d'innocuité quand même, et de tolérance. Carrément. Et en plus, donc, la Fédération des industries de la parfumerie, en 2020, a créé une application extraordinaire qui s'appelle Claire, donc comme le prénom, c'est Laire, mais qui n'a pas été, à mon avis, suffisamment communiquée au grand public. Or, je sais que moi, tous les jours, depuis qu'elle a été créée, je la communique à mon entourage, mais ce n'est pas suffisant. Or, il suffit de scanner la liste d'ingrédients sur un produit et donc on vous donne pas une note, on vous donne le rôle et la fonction de cet ingrédient. Et s'il y a présence d'un ingrédient controversé, c'est expliqué pourquoi et pourquoi on l'a quand même utilisé, parce qu'il a un rôle et qu'il ne peut pas être interchangé. Donc, moi, je pense que une fois que le consommateur sera suffisamment averti et pourra comprendre le rôle de chaque ingrédient présent dans les formules, en tout cas, il sera en mesure de comparer et de juger ce qui est présent sur le marché. Et il pourra choisir un produit qui lui correspond en termes d'éthique, en termes de type de peau. Donc, ça me permet c'est quoi un produit cosmétique éthique, responsable, vertueux, respectueux, enfin, on parle de ça, mais il faut Et oui, définir ce il que n'y a c'est. pas vraiment, ouais, Pour exactement. devenir… Quelle est la définition? Voilà, quelle est la définition? Alors, moi, j'aime bien revenir à la définition de chaque terme parce que ça permet de comprendre un peu où on va. Donc, éthique, en fait, c'est une réflexion sur les valeurs qui orientent nos choix et nos actions. Donc, quelque chose d'éthique, c'est propre à soi et à son propre système de valeurs. Vertueux, c'est plutôt quelque chose qui manifeste de la vertu, c'est-à-dire une disposition qui tend vers le bien, qui est inspirée par des nobles sentiments, des nobles pensées. Et puis responsable, ça veut juste dire être garant de quelque chose. Donc, un cosmétique éthique, responsable et vertueux, il est à différents niveaux pour chacun. Ça dépend de son système de valeurs, de son système de croyances. Donc, quoi qu'il en soit, on va quand même qualifier un produit de responsable, d'éthique, de vertueux, de respectueux, etc., en regardant différents aspects du produit. Alors, il y a d'abord la formulation, la composition, les ingrédients. Donc là, ça fait intervenir plein de notions. L'origine des matières premières, naturelles ou chimiques, l'origine locale ou délocalisée. Donc là, ça va faire aussi intervenir l'empreinte carbone. Le sourcing de ces matières, est-ce qu'on l'a sourcé parce que c'était une matière issue de l'upcycling, donc réutilisation de déchets d'autres secteurs d'activité, parce que c'est une matière noble qui a une fonction très précise. Ça fait aussi intervenir dans la composition le minimalisme. Est-ce qu'on met le moins d'ingrédients possible, le moins d'ingrédients
le juste nombre d'ingrédients ou est-ce qu'on vient compléter par des ingrédients qui vont apporter de la sensorialité, qui vont apporter autre chose. En termes d'aspect aussi du produit, il faut prendre en compte la notion de fabrication du produit lui-même. Est-ce que là, pareil, au niveau empreinte carbone, il a été fabriqué en France ou plutôt à l'étranger et pourquoi? En termes de process, est-ce qu'on a utilisé un... Comment? Ce que je disais en termes de process aussi. On a un petit décalage. Ouais, en termes de process, un process à froid, un process à chaud. Est-ce qu'on a utilisé des énergies renouvelables? Est-ce qu'en matière de recyclage de nos déchets de production, on fait quelque chose? Donc tout ça, ça vient apporter de l'eau à notre moulin sur notre façon d'évaluer le produit de responsable ou pas. Ensuite, il y a les certifications, et donc là, il existe plein de labels différents, donc bio, vegan, tout ce qu'on veut avec des chartes précises. Donc tout ça aussi, ça nous permet de... Le dernier label en liste là, que j'ai vu récemment, c'est le fameux écolabel européen. Je ne sais pas si tu le connais. En fait, ça permet de qualifier le produit en fonction d'une écotoxicité réduite. Le produit cosmétique doit être facilement biodégradable et il doit utiliser le moins d'emballage possible. Et s'il y a emballage, ceux-ci doivent être le plus recyclable possible. Donc ça, c'était quelque chose que j'ai découvert et qui est assez récent. Donc on peut écolabelliser européen notre produit. Et donc là, on en vient à un autre aspect. Clara, est-ce qu'il y a beaucoup de marques? On a un petit décalage, juste pour te dire. Est-ce qu'il y a beaucoup de marques qui utilisent justement cet écolabel européen aujourd'hui? Alors, j'en ai dans toutes les nouvelles marques là qui fleurissent et qui se mettent, qui sortent. En effet, ils se déclarent cet écolabel européen. Mais c'est une notion assez nouvelle, donc qui est apparue tout ça avec la loi sur le climat, avec la loi AGEC, etc. Ça va dans la continuité. C'est intéressant. Un autre aspect pour qualifier un produit de responsable, ça va donc être les emballages. Et là, pour le coup, on a toutes les notions d'emballage rechargeable, d'emballage issu de matières recyclables, d'emballage recyclable, réutilisable, réemployable, de non-emballage. Donc là, on est dans la notion de zéro déchet, voire de zéro plastique. C'est différent. Donc, il y a toutes ces notions-là. Et puis après, ça va carrément jusqu'à la distribution. Et donc, la distribution des produits, elle est là aussi, soit on fait intervenir plusieurs intermédiaires, soit on fait de la distribution en vrac. Il y a aussi, si on vend en ligne et par Internet, quel type de transport et de méthode d'envoi on applique. Pour générer moins de déchets, on peut utiliser tous les moyens qui sont assez nouveaux, comme ePli, où les packaging d'envoi sont réutilisables. On les renvoie et du coup, ils sont réutilisables. Donc, ça génère moins de déchets. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas une seule solution unique et idéale. Il y a plein de solutions conscientes. Oui, mais alors, je rebondis à ce que tu disais parce que finalement, comment définir un produit éthique et responsable? Parce qu'il y a tellement de paramètres, de caractéristiques sur lesquelles on peut jouer qu'il n'y a pas vraiment de normes aujourd'hui. Et comme tu disais, ça dépend un petit peu de la valeur de la personne et de la marque en soi pour définir un produit éthique et responsable. Donc, encore une fois, c'est encore borderline et difficilement définissable. C'est ça que ça va être un vrai enjeu. Carrément. Et moi, je dirais à chacun de mettre le curseur sur ses priorités en termes de valeur. L'important étant d'être authentique, justement, pour éviter ce qu'on appelle aujourd'hui le greenwashing, où on met ce qualificatif de cosmétique responsable un peu partout, alors que finalement, on ne sait pas le définir. Il faut être cohérent et authentique. Et ça, je pense que le consommateur, il saura reconnaître aussi la cohérence dans l'offre et dans l'offre d'une marque. Donc, si tu es d'accord, du coup, ça me permet d'aborder mon 13e point et donc ma 3e pépite qui est le vrac. Alors là, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce que du coup, ça fait un an que je travaille là-dessus pour le projet que je porte, justement, dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors, la vente en vrac, Clara, on commence justement à en voir quand même des
des points de distribution de cosmétiques en vrac. Ça commence quand même à se développer. Ça fait un petit... Ouais. Complètement. Alors, la définition de la vente en vrac, hein, c'est une vente au consommateur de produits présentés sans emballage, en quantité choisie par le consommateur, dans des contenants réutilisables ou réemployables. Ça, c'est la définition que donne l'association Réseau Vrac, à laquelle j'adhère, et qui, du coup, œuvre beaucoup pour cette consommation vrac, hein, et pour qu'elle se démocratise et qu'elle se développe. Alors, cette nouvelle tendance de consommation, hein, clairement, elle permet de réduire de 2/3 la masse des emballages. On n'est jamais vraiment sur du zéro déchet. Enfin, ça, C'est ouais, énorme. ça c'est mon avis. Il faut bien acheminer les produits quand même jusqu'à l'endroit de distribution. Donc, le zéro déchet, il est presque impossible. Oui, tout à fait. Mais il faut, oui, mais bon, Ouais, il est quand même réduit. De 2/3, c'est quand même énorme, c'est ça? Tu m'as dit 2/3. ouais, 2/3, c'est quand même énorme. Et donc, ce système de distribution vrac, c'est une lutte contre les déchets, mais c'est aussi une maîtrise des dépenses et une maîtrise des gaspillages. Parce que finalement, la quantité vendue, elle n'est pas imposée et elle est choisie par le consommateur. Donc, pour moi, en tout cas, dans toutes ces nouvelles habitudes de consommation, le vrac, c'est quand même un peu une habitude, c'est l'habitude la plus dérangeante. Parce que, en fait, Pourquoi? Pourquoi c'est l'habitude la plus dérangeante? alors, ouais, pour moi, elle est quand même dérangeante, même si je vais la promouvoir, parce qu'elle vient modifier nos critères d'évaluation, nos critères habituels d'évaluation. C'est-à-dire, je te prends un exemple, aujourd'hui, tu sais combien coûte un paquet de biscuits, mais est-ce que tu sais combien il pèse, combien il y a de poids de produits à l'intérieur? Autre remarque, tu connais le prix d'un paquet de coquillettes de 500 grammes, mais est-ce que tu connais le prix des coquillettes au kilo? Et en fait, notre critère d'évaluation pour pouvoir passer au vrac, eh ben, il est un petit peu flouté. Et du coup, cette notion de vrac, elle fait naître des sentiments un peu étranges, c'est-à-dire qu'on est à la fois entre liberté et abandon. On se retrouve devant notre filière vrac sans savoir si le prix qui est proposé il est vraiment intéressant. On est entre maîtrise de sa consommation et perte de repères. Donc, l'implication des consommateurs, il va être essentiel dans ce nouveau mode de consommation. Alors, en alimentaire, hein, clairement, aujourd'hui, les parts de marché de la distribution en vrac est en train de grandir et on peut tout trouver, presque tout trouver aujourd'hui en alimentaire en vrac. Ça va de toutes les graines, etc., à la moutarde, à la confiture, aux croquettes pour chiens, enfin, tout est envisageable. Mais moi, j'allais dire, qu'en est-il des produits cosmétiques? Est-ce que finalement, tous les produits cosmétiques peuvent-ils être distribués en vrac? Est-ce que les consommateurs sont prêts à acheter leurs produits cosmétiques en vrac? Est-ce que les marques sont prêtes à distribuer leurs produits en vrac? C'est clairement autant de questions que moi, auxquelles j'ai voulu répondre avant de me lancer dans ce projet. Et donc, j'ai épluché plein d'articles, j'ai gratté. Et j'ai aussi fait en fait une enquête alors, sur un peu plus de 250 Lyonnais, parce que moi, c'est la zone de chalandise qui m'intéresse. Et ce qui ressort de cette enquête, c'est qu'en fait, sur ces 250 personnes, c'est que 76% d'entre eux sont favorables à acheter leurs produits cosmétiques en vrac, sous réserve qu'on les rassure en ce qui concerne traçabilité du produit, hygiène et propreté et péremption. Et clairement, les conseils et les informations sur la composition des produits, elle est hyper importante à leurs yeux. Ils sont vraiment demandeurs de transparence et d'authenticité, mais si on les rassure et si on leur dit le produit que vous achetez en vrac a la même qualité que ce que vous pourriez acheter en conditionné, ils sont totalement partants. Alors, les autres freins qui seraient évoqués à cette consommation en vrac, hein, clairement, c'est un manque de confiance, parce que finalement, c'est quelque chose de pas encore très développé, ils ne savent pas trop où ils vont. Une difficulté à changer d'habitude, parce que le job, c'est un peu eux qui vont le faire, à trouver un endroit où on peut distribuer en vrac. Ils vont devoir nettoyer leurs contenants, ils vont devoir les rapporter à chaque fois qu'ils vont acheter quelque chose.
Et pour certains, le vrac, ce n'est pas fun du tout. Ah Et bon, c'est pas là, fun. C'est marrant, et ils là, t'ont il y a dit ça, du mais c'était pas fun. C'était pas fun. C'est la notion pas de fun qui est fun. ressortie. Ah ouais, c'est marrant. Ouais, bah, la notion, en fait, c'est vrai, quand on en parle et qu'on dit, bah, je vais distribuer des cosmétiques en vrac, rien que le fait de dire vrac, en fait, c'est pas fun. Or, Mais- la cosmétique, pour moi, ça doit rester quelque chose de plaisir, de désirable. Et oui, c'est ce que j'allais te dire, parce que pour moi aussi, la cosmétique, enfin, moi, quand j'étais petite, c'est que je voulais faire la cosmétique, j'avais les étoiles plein les yeux, ça me donnait envie, ça me faisait rêver, en fait. Et c'est vrai que dire d'aller acheter sa crème en vrac, ça fait peut-être moins rêver, en effet, que d'aller dans un magasin qui sent bon, où on va trouver plein de belles choses. Je ne dis pas que le magasin en vrac sente pas bon, mais je dis juste que c'est les habitudes, en fait. C'est qu'on a plus l'habitude de se dire, C'est voilà, on les va. habitudes. Mm. Ah oui, c'est vrai. Et puis, dans la distribution actuelle, en plus du produit, il y a aussi le packaging, il y a les Mm. couleurs, il y a tout le marketing qui est véhiculé par l'emballage. Et ça, on vient le squeezer. Donc, c'est là où il va y avoir un rôle hyper important de la personne qui va proposer ces produits. Il va falloir qu'elle fasse de la couleur, quoi, du coup, et dans son discours, et dans les qualités du produit, et dans la notion de virtuosité de cette distribution. Donc, pour moi, le Encore une fois, véritable frein ouais. aujourd'hui, Ouais. Moi, je trouve que c'est vraiment comme tu disais, hein, c'est vraiment le pouvoir de la communication, avoir une vraie communication transparente et qui explique le pourquoi du comment. Et tout à fait c'est raison. ça. Pour moi, le véritable frein aujourd'hui, c'est que l'offre, elle est peu disponible. Et finalement, bah, on l'a vu hein, en vrac alimentaire, tant que l'offre n'était pas disponible, on n'y va pas. Mais finalement, il y a quoi aujourd'hui le pionnier de la distribution en vrac, c'est la marque Cozy, qui a du coup à la fois créé une gamme de produits et conçu la machine, donc les fameuses doseuses et dosettes de Cozy, qui sont soit dans un magasin Cozy dans différents endroits en France, soit dans les chaînes de distribution ou épiceries vrac comme Day by Day. Ils proposent la distribution des produits Cozy en doseuse. Toutes les épiceries vrac comme Biocoop, La Vie Claire, Satorise commencent à proposer des produits d'hygiène en vrac. Alors là, par contre, c'est pas hyper glamour. Alors c'était soit Ouais. moi dans ce que j'ai pu voir, soit des bidons en plastique avec des espèces de robinets où ça coule un peu partout. Bon, c'est pas bon. Je sais que le fournisseur Jean Bouteille a fait de très gros progrès et propose des très belles armoires où du coup en bois ou derrière on voit pas le bag-in-box et donc c'est un peu plus joli. Il y a un magasin sur Paris, du coup deux magasins, ils ont ouvert deux magasins, The Naked Shop, donc qui propose là toute une large palette de produits d'hygiène, donc shampoing et gel douche, et ça fait un tabac. Ils ont ouvert déjà deux magasins dans deux quartiers différents de Paris. Ce qui veut dire quand même que Et puis il y a c'est toutes les autres, rassurant. C'est rassurant. Ça veut dire quand même que s'ils ont ouvert deux magasins, c'est que ça marche et que les consommateurs viennent. carrément. Malgré tout, même malgré Ouais. les résistances et les changements de consommation et d'achat. Complètement, complètement. Et il y a toutes les initiatives. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-unes de magasins pilotes par certaines marques. Donc, je les cite comme Yves Rocher, Pierre Fabre, Mustela, donc je crois que c'est Pierre Fabre aussi, l'Occitane, qui commence à promouvoir la distribution en vrac, alors uniquement sur les produits d'hygiène, hein, donc Mm. gel douche, shampoing, lotion. Pour l'instant, il n'y a pas de solution technique, en tout cas de vraies offres en émulsion soins ou colorés. Donc finalement, les solutions techniques de distribution, elles existent pour les produits d'hygiène. Et pourquoi? Parce que dans les produits d'hygiène, on est quand même sur un produit qui est moins sensible au niveau microbio et stabilité. Ça nécessite au niveau technique un moteur qui n'a pas besoin d'une grosse pression pour pouvoir distribuer le produit. Et puis, voilà, on est sur des monophases, donc on ne risque pas par le système de distribution de venir casser une émulsion ou quelque chose. Du coup, pour les produits de soins émulsion, à part Cozy qui a développé des doseuses et qui distribue des émulsions,
il n'y a pas encore les recherches sont encore un peu timides, mais il va falloir y aller. Alors moi, je travaille avec plusieurs fournisseurs là pour essayer de les pousser vers cette voie et leur dire il va falloir proposer d'autres types de cosmétiques. Et là, clairement, pour moi, la solution, c'est que les marques, en tout cas le succès de ce nouveau mode de consommation, il va passer par la présence des marques. C'est-à-dire que c'est une nécessité pour donner confiance aux consommateurs. Donc, il faut que d'autres marques, en plus de celles qui se sont déjà lancées dans des initiatives pilotes, il faut qu'elles y aillent. Et moi, je cherche les partenariats, justement. Donc, pour l'instant, j'ai 2 marques qui seraient prêtes à me suivre pour pouvoir distribuer des produits vrac dans la région lyonnaise. Mais il faut vraiment impliquer les marques et impliquer les consommateurs dans cette expérimentation parce que c'est eux qui vont faire le job. C'est eux qui vont faire le job de laver les contenants, de ramener leurs contenants, d'être dans cette solution éthique et responsable. Oui, Donc, parce que comme tu disais aussi, il y a vraiment cette notion de recyclage et de packaging ou pour le nettoyer, mais même aussi pour les contenants des vracs, ça demande aussi une vraie... c'est quand même très particulier parce que c'est des nouveaux formats, il faut aussi pouvoir les laver, les nettoyer, ce qui peut aussi poser certaines complications techniques qui est toujours... on peut résoudre, hein, mais ça demande quand même de bien réfléchir à savoir comment... bien gérer ses stocks et à nettoyer tous ces packagings qui permettent de stocker ce vrac. complètement. Et les marques, aujourd'hui, pourquoi elles sont frileuses? Parce que leur modèle d'affaires, hein, leur business model, il n'est pas du tout adapté à ce mode de distribution. Et j'allais dire, on est en train de transférer l'opération de conditionnement directement en boutique, avec tout ce que ça sous-entend comme contrôle de propreté, etc. Et donc, il va falloir trouver des solutions. Moi, clairement, j'ai déjà trouvé aujourd'hui un système à installer en boutique où finalement le client, on lui donnera un protocole pour nettoyer son packaging. C'est soit on lui propose une consigne et il revient avec son packaging sale, le magasin se charge de le nettoyer et il reprend un packaging propre et c'est un système de consigne. Soit on lui donne un protocole pour nettoyer son produit, alors qu'il ne sera pas forcément très compliqué, hein. Et derrière, en magasin, il peut y avoir des espèces de bornes où on vient finalement décontaminer le packaging par ce qu'on appelle par lumière pulsée. Et ça, c'est quelque chose qui a déjà été, c'est une initiative réalisée chez l'Occitane. Et ils ont ce type de petite... c'est comme une petite machine qui vient Voilà. désinfecter. Et donc ça va rassurer le consommateur. Je trouve que c'est hyper important. Donc oui, donc pour tendre vers le zéro Donc, déchet, c'est aller vers, c'est aller vers une distribution, distribution en vrac et de vraiment investir, s'investir avec des marques qui ont envie d'avoir une communication transparente et aussi cette cosmétique éthique et responsable qu'on parle aujourd'hui pour vraiment changer nos habitudes de consommation, changer nos habitudes de consommation de la beauté et d'utiliser les produits cosmétiques en tout cas. exactement, exactement. Et un des objectifs de mon projet, c'est de garantir à la fois aux marques et à la fois aux consommateurs que le produit sera le même, 100% le même, avec la même durée de vie, la même date d'opération, qu'ils l'achètent sous forme d'unité conditionnée ou qu'ils l'achètent en vrac. Et ça, c'est un vrai challenge. Et j'avoue que voilà, il y a tout à inventer, mais c'est super chouette d'aller vers ce nouveau type. Et en tout cas, je pense que c'est un besoin et pour la transparence et pour sauvegarder la planète et les ressources et tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut pour garder notre terre en meilleur état possible pour aussi nos enfants, pour la suite, mine de rien. Ouais, Et- exactement. Et d'ailleurs, oui, vas-y. oui, d'ailleurs, dans tous les enquêtes que j'ai réalisées, il y a une grande partie, alors il y avait toutes les tranches d'âge, mais la tranche d'âge de 20 à 30 ans était hyper impliquée et hyper motrice et hyper en tout cas enthousiaste dans la possibilité d'avoir un tel type de consommation en vrac. Donc je pense que la
Z est là pour aller dans le bon sens. Exactement, ouais, pour pousser aussi, pour nous pousser à changer un peu et puis ouais, à être plus innovant dans notre façon de consommer et être plus responsable dans cette consommation de cosmétiques en tout cas. Et est-ce que tu as reçu, donc Exactement. j'imagine que tu as pu contacter différentes marques, est-ce que tu as reçu des réticences ou des gens qui étaient plutôt des marques, j'imagine, bon, qui étaient déjà portées vers euh, un message peut-être plus responsable et enfin, naturel, mais est-ce que déjà tu as eu quels sont les retours de ces marques quand tu parles de vrac? Alors, ces marques-là, clairement, elles ont déjà fait la démarche. Hein, toutes celles qui ont lancé les initiatives, elles ont déjà fait ça, cette démarche. Elles ne savent pas où elles vont en termes de modèle économique là-dessus. Donc, c'est vraiment des démarches pilotes et elles vont voir ce que ça va donner. J'ai plutôt contacté des nouvelles marques, en fait, soit des startups, soit des marques un peu plus grosses, mais qui sont de toute façon déjà dans une composition naturelle, dans une démarche de formulation éthique et responsable, avec des packaging étudiés dans ce sens, et qui cherchent en fait à couvrir un nouveau volet de la responsabilité par cette distribution différente. Mais là, je vois qu'il faut que je les convainc que on va garantir la même qualité de produit. Et donc là, je vais m'associer du coup aux fabricants de machines pour venir démontrer auprès des marques que voilà, le système, il est adapté et il est prouvé. Et qu'il est fiable, ouais, tout à fait, qu'il marche et qu'il est fiable. Il faut rassurer, comme tu dis, autant les marques que les consommateurs au finalement. Mais qui a un vrai besoin et que c'est surtout une cosmétique qui est pleine de sens au final, je Bien dirais. sûr, Mm. ouais, bien sûr. Donc, c'est hyper, en tout cas, enthousiasmant de travailler sur ce sujet-là. Et donc, le projet que je porte, qui est en effet la création d'un concept store de cosmétiques responsables à proposer à la fois, il y aura les deux offres, hein, il y aura des nouvelles marques plutôt responsables en vrac et des marques aussi déjà présentes sur le marché qui sont toujours éthiques et responsables en version conditionnée. Après, il y aura aussi tous les produits solides qui ont le vent en poupe aujourd'hui sont totalement adaptés à la consommation en vrac. Là, pour le coup, c'est plus facile et il ne faut pas l'oublier. Donc, des Oui, barres à savon, des barres à après-shampoing solide. Voilà, c'est des choses qui vont. Et donc, au sein de mon concept store, il y aura plusieurs, en tout cas, c'est ce que j'ai imaginé, il y aura plusieurs offres. En fait, il y aura à la fois des ateliers où on peut faire de la cosmétique do-it-yourself solide parce il y a certaines consommatrices qui ont envie de faire leurs produits. Alors oui. moi, Il y je a pense que certains je n'irai produits, pas sur il y a la certains produits, formulation. il y a certains produits qui le De quoi permettent aussi. c'est ça. Donc, le format solide, pour moi, c'est plutôt safe et c'est quelque chose qu'on peut faire de façon facile et sans prendre de gros risques. Il y aura aussi des ateliers où j'ai envie d'apprendre, de mettre mes connaissances et mon expertise au service des consommateurs et de leur permettre d'être autonomes et de pouvoir décrypter les fameuses listing keys, de savoir le rôle de chaque ingrédient et qu'est-ce qu'il faut regarder pour savoir si on est en face d'un produit responsable selon ses valeurs ou pas. Et puis, il y aura aussi, dans cette distribution vrac, pourquoi pas aussi distribuer quelques matières premières en vrac pour pouvoir faire ces fameux cosmétiques solides soi-même. Ah, super, ça donne envie. Et bon, et donc, il sera où ton magasin? Tu l'as dit un petit peu vers Lyon, c'est ça? Oui, ouais, dans l'Ouest lyonnais, Oui, il j'aimerais. faut aller jusqu'à Lyon. Bon, c'est pas très responsable si on fait 400 kilomètres pour venir dans ton magasin, mais bon, en tout cas, ça donne envie de développer justement. C'est aussi intéressant parce que c'est, je trouve, une autre façon de communiquer aussi avec ses consommateurs, finalement, et de créer du lien pour justement expliquer les bénéfices de faire ces produits, soit, mais aussi d'acheter des produits qui ont déjà été faits et qui ont tout un bénéfice et qu'on peut ensuite, en plus, acheter en vrac. Donc, avoir un vrai impact sur la quantité de déchets ou maîtriser et diminuer sa quantité de déchets en tout cas. Moi, c'est vraiment intéressant. Ouais, complètement. Il y a les deux aspects et du coup,
je me sens légitime en tant que cosmétologue à pouvoir promouvoir ce type de distribution. Et ça va passer par la compréhension de la composition des cosmétiques, ce que je disais. Donc, informer pour comprendre, informer pour éduquer et informer pour assurer la transition d'un nouveau mode de consommation. Tout à fait. Donc, du coup, Clara, est-ce que tu veux dire, donc déjà, tu as fait un peu appel à des marques qui avaient peut-être envie de passer au système de vrac. Est-ce que tu aurais besoin d'autres partenariats, peut-être, pour justement accélérer la mise en place de ce concept store? Complètement, en fait, j'ai envie de dire, je fais appel à tous les gens qui seraient intéressés par ce nouveau mode de consommation, qui ont envie de travailler là-dessus avec moi, qui ont envie de s'associer à mon projet pour pouvoir faire au maximum de belles choses dans ce nouveau type de consommation. Et allons, on va plus loin ensemble, c'est clair. Donc, c'est clair, je suis preneuse de tout partenariat ou toute aide et tout travail en collaboration. Avec des gens passionnés, comme toi en tout cas. Merci beaucoup, Clara, pour vraiment ce partage. Alors, je sais que tu es très active et tu as aussi un blog. Alors, comment on fait déjà si on veut te contacter, si on veut te suivre et si on veut aussi suivre ton blog, parce que tu as des newsletters très intéressantes que tu fais. Donc, tu peux nous donner plus de détails là-dessus, s'il te plaît? Ouais, alors, moi, on peut me contacter soit via mon contact LinkedIn, clairement, qu'on mettra sûrement en commentaire. Et puis, en effet, en 2021, j'ai créé donc ce blog qui s'appelle Abra Clara News, où en fait, je diffuse plein d'infos. En fait, moi, je suis quelqu'un d'hyper curieux, donc je lis des tonnes de trucs et en fait, j'ai besoin de partager. Et donc là, je partage évidemment sur la cosmétique éthique, sur le vrac, sur un nouveau mode de consommation, mais aussi sur d'autres passions, euh, sur la botanique, sur se soigner par les plantes. C'est quelque chose qui me passionne depuis toujours. Et clairement, voilà, en étant dans ce nouveau mode ma proposition de ce nouveau mode de type de consommation, ça passe aussi par les plantes, par faire des choses simples, mais avec une connaissance, c'est important. Donc voilà, je diffuse plein de types d'infos dans ce blog. Ah, c'est super. Bah, écoute, merci beaucoup, Clara. En tout cas, je te souhaite de bien, mais rapidement mettre en place ce concept store et de venir. J'aurais hâte de le voir et de le découvrir, en tout cas. Et je te dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci Marion et à très bientôt. Salut. Salut.